Moins connu en France que Bialik et Agnon, Yosef Chaim Brenner n'en demeure pas moins l'un des grands écrivains fondateurs de l'hébreu moderne. C'est à ce romancier né en 1881 dans l'actuelle Ukraine et mort à tout juste 39 ans à Jaffa que Rosie Pinaz-Delpuech, grande traductrice de l'hébreu, a choisi de consacrer un roman. Il s'intitule « Le typographe de Whitechapel ». Il vient de paraître chez Actes Sud et on y découvre tout l'engagement de l'écrivain en faveur du renouveau d'une langue jusque-là réservée aux textes sacrés. Pour en parler, j'accueille son autrice, Rosie Pinaz-Delpuech. Bonjour. Bonjour Ariane Singer. Alors je le disais en préambule, Brenner a beau l'être l'un des écrivains majeurs en langue hébraïque, on le connaît bien moins, en tout cas en France, que Bialik et Agnon. Pourquoi ? Disons qu'il est moins canonique et c'est un peu pour ça que je l'ai choisi. Il y a le grand Bialik qui est un peu le Victor Hugo israélien avec des poèmes, enfin une œuvre poétique absolument superbe. Il y a Agnon, le grand romancier proustien, et il y a le troisième, Brenner, aussi fondateur que les deux autres, mais dont l'œuvre a été très brève, interrompue par sa mort, tragique. Il est mort dans les émeutes de Jaffa en 1921. Voilà, le 2 mai 1921, après un défilé du 1er mai qui a mal tourné dans les rues de Jaffa, entre communautés juives et arabes. Donc son œuvre est brève. Bialik et Agnon considéraient en plus que Brenner écrivait mal, ou du moins pas assez bien. Est-ce que vous êtes d'accord ? J'imagine que non. Ben oui, en effet, je ne suis pas d'accord parce que veut dire écrire bien ? Et en effet, Bialik et Agnon ont une grande plastique poétique en hébreu, alors que Brenner semble bricoler, mais on a fait exactement le même reproche à Dostoïevski. C'est-à-dire qu'il prend l'hébreu dans sa simplicité première pour dire des choses extrêmement simples et il refuse de faire du style. C'est délibéré. Alors, il écrit dans un hébreu simple. Vous dites en plus que des trois auteurs, c'était le plus audacieux. En quoi est-ce qu'il était audacieux malgré cette simplicité dans la langue ? Je ne veux pas me récuser moi-même. Les deux, Bialik et Agnon, sont tout aussi amples et novateurs. Ils le sont tous en hébreu. Mais le créneau que se choisit Brenner, ce créneau d'anti-héros, de ceux qui échouent, est extrêmement moderne, correspond beaucoup à nos goûts littéraires du XXe siècle, si vous voulez. Son grand livre s'appelle Deuil et échec et raconte l'échec de la deuxième Aliyah, la deuxième immigration russe qui s'interrompt avec la Première Guerre mondiale, mais qui plante des prémices absolument fondamentales du sionisme. Sauf que lui est toujours en marge. Il ne se laisse pas récupérer ni par les congrès sionistes qui se succèdent, ni par une quelconque idéologie. Il trace son sillon tout seul. Et il est absolument habité par ce désir d'écrire dans la langue de manière désespérée. Alors, avant d'en arriver à son chef-d'œuvre qui est Deuil et échec, on va revenir un petit peu sur son parcours. Il est né dans un shtetl de l'actuelle Ukraine. Est-ce que son environnement familial le prédisposait à devenir l'écrivain qu'il est devenu ? Non, pas du tout. C'est là justement que il est tout à fait révolutionnaire et il y en a beaucoup à l'époque. Il naît au sein d'une famille traditionnelle et il va à la yeshiva apprendre les textes religieux qu'il connaît par cœur, mais en cachette, dès l'âge de 15 ans. Comme je le faisais aussi sous le pupitre, il lit des romans. Or, pour un religieux... C'était des lectures de femmes à l'époque, dites-vous. Mais c'est des lectures de femmes, mais des lectures profanes en même temps. Il est interdit à un homme de lire des choses pareilles. Il lisait Tolstoï et Dostoïevski en russe. Et
Et il allait de ce côté-là. Donc, très tôt, vers l'âge de 15 ans, il quitte la yeshiva et il s'en va étudier auprès du père d'un grand écrivain qui est Gnessin, dont il tombe un peu amoureux. C'est une amitié d'adolescents qui brûlent d'amour pour l'hébreu, tous les deux. Et donc, c'est comme ça qu'il quitte progressivement, et il n'a qu'une idée en tête, écrire une littérature profane. En 1904, c'est le cœur du livre, il arrive à Londres, il va vivre 4 ans. Alors Whitechapel où il débarque, c'est un quartier de taudis, dit Jack London, qui est lui aussi passé par là. Il y a 100 000 émigrés juifs qui vivent dans des conditions tout à fait désespérantes, on va dire. En quoi est-ce que cette vie à Whitechapel va nourrir son imagination et son talent littéraire ? Je pense que ça lui parle directement. Il y a un très beau livre qui a été écrit en hébreu qui s'appelle Brenner à Londres, où il est question de Brenner dans le milieu des écrivains juifs. Ce que moi j'ai découvert au fur et à mesure, c'est l'environnement général. J'avais envie de sortir Brenner de l'épos du récit national et sioniste, et de le rapprocher de Jack London. Il y a 2 ans qui les séparent, et j'ai visité Whitechapel, j'ai beaucoup lu, et de découvrir ce milieu libertaire, anarchiste, du début du XXe siècle, à la veille de la révolution russe, ça m'a absolument passionné d'imaginer Brenner vivre au milieu d'un sous-prolétariat juif, mais absolument dénué de tout, auquel il a le souci d'apporter de la culture, avec d'autres, d'élever le niveau de ces gens qui n'ont absolument rien, et qui travaillent dans ces endroits qui s'appellent sweatshops, en anglais, Des ateliers de confection. Ce sont des ateliers de confection, comme il y en a encore, dans des sous-sols où on fait travailler une main-d'œuvre très très bon marché, dans des conditions d'insalubrité absolument totale. Alors, dans ce quartier, il y a beaucoup de revues, notamment en yiddish, qui parlent de la condition de ce prolétariat. Lui va prendre le contre-pied de ces revues. Il va fonder une revue littéraire en hébreu, alors qu'il n'y a que quelques dizaines d'hébraïsants à Londres, dites-vous. Pourquoi ce choix ? À qui s'adresse cette revue ? Mais c'est un choix fou, justement. C'est un choix de groupe absolument qui se veut révolutionnaire. Et il écrit, Brenner écrit en yiddish. Il n'a rien contre le yiddish. Au contraire, il aurait presque été pour une communauté bilingue en Palestine, yiddish-hébreu. Mais il veut doter ce peuple sans terre et sans langue d'une langue à part entière. Il dit, je veux une langue qui soit à l'égal du russe et de l'anglais et de l'allemand. Nous avons l'hébreu à notre disposition. Je le rapproche de Moïse et de Dieu dans ce moment dans la Bible où Dieu et Moïse fabriquent ensemble un livre. Et c'est ce que fait Brenner aussi. Il est extrêmement concret et matériel. Il est typographe. Oui. Il apprend la typographie. C'est lui qui a voulu apprendre ce métier. Absolument, pour pouvoir imprimer sa revue. Cette revue qui s'appelle Ha-Meorer. L'éclaireur. L'éclaireur, l'éveilleur, le secoueur de conscience. C'est ça qu'il veut. Pour une toute petite poignée d'hébraïsants, il y a peu de monde qui le lit. Mais le projet est absolument démesuré, fou, et il se réalise. Alors cette revue dure 2 ans, le temps que Brenner s'en aille. On le retrouve en Palestine, alors sous domination ottomane.
Il va se retrouver dans des petites communautés agricoles. Comment est-ce qu'il s'intègre à ces communautés, lui, l'intellectuel? Bon, passé par, certes, cette communauté prolétaire de Londres, mais... Alors, il a envie de travailler la terre, donc il s'intègre, il arrive à Hadera, qui est une ville à côté d'Afula, un peu au nord de Tel Aviv, et il rejoint un groupe de pionniers qui ont appris tout de même les rudiments de l'agriculture. Il essaye de planter des arbres avec eux, et il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à creuser un trou correct pour pouvoir... Donc, à son grand regret, il quitte ses amis, ce groupe d'agriculteurs intellectuels tout de même, mais qui ont suivi une formation, et il s'en va à Jérusalem. Enfin, il fait beaucoup d'allers-retours dans le pays à la recherche de travail. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé, gagné sa vie, a envoyé de l'argent à la famille qu'il a laissée en Russie. Très responsable et travailleur. Ce n'est pas quelqu'un qui joue au poète. Oui. Et c'est ce que j'aime aussi beaucoup chez lui. Dans quel contexte linguistique il évolue? On sait que Ben Yehuda, à l'époque, a déjà posé les jalons de l'hébreu moderne. Tout à fait. Tout à fait. Jérusalem est absolument... Jérusalem, où se trouve Ben Yehuda, est aussi l'endroit où se trouve une commission de la langue qui va fonder justement l'hébreu moderne. Laquelle commission de la langue est étrangement masculine. Ça m'a frappé. Ce sont les hommes linguistes qui décident des mots, de la structure, de la syntaxe, etc. Les femmes sont enseignantes et elles rapportent aux hommes les besoins de la langue d'après les questions des enfants dont elles ont la charge d'éducation. Donc c'est une chose tout à fait incroyable parce que on essaye d'imaginer cet endroit tout à fait aride qui n'a encore aucune fondation. Tel Aviv est fondée en 1909 et au bout d'une difficile guerre des langues, en 1912, le foyer juif, qui n'est pas encore le foyer national de Balfour déclaré en 1917, le foyer juif décide, au bout de longs tiraillements, que sa langue sera l'hébreu. Pas le yiddish, ni l'allemand, ni l'arabe, ni l'anglais. Donc Brenner écrit dans cette langue, parle dans cette langue, apporte lui-même peut-être Brenner sans cesse écrit. Brenner écrit un tout petit roman anglais sur Whitechapel. Brenner écrit un petit roman en hébreu avant d'écrire son grand roman. Et qui s'appelle Mikan ou Mikan, qui est un excellent, qui est un livre que j'adore. De ci, de là. De ci, de là, de ci et de ci. Brenner est laconique dans son écriture. Il a une écriture brève, déjà. Deuxièmement, il raconte dans un très bref roman les allers-retours entre la diaspora et Israël, de 3-4 personnages qui ne trouvent pas leur place, sauf à la toute fin du livre, où il met en scène très très tôt la présence arabe et le conflit avec des personnages arabes, sans juger. Ils sont là. C'est une écriture de l'endroit même. Oui. C'est ça que j'aime beaucoup chez Brenner. C'est comme s'il commence déjà à ramasser la poussière, les couleurs du pays, le matériau du pays, et qu'il écrit de manière absolument minimaliste sur ce qui se passe là-bas, à travers des personnages tout à fait singuliers. Alors il va ensuite se marier, avoir un enfant, et il va écrire son chef-d'œuvre, qui s'appelle donc Deuil et échec, grand roman malgré son titre peu engageant. De quoi s'agit-il? Il s'agit à travers plusieurs personnages
justement, de cette tension qui a toujours animé Brenner et qui reste non résolue entre la diaspora, Israël, les personnages qu'il observe autour de lui, et dont une grande partie échoue à s'intégrer dans le pays est un mot comique qui n'a pas cours, mais qui échoue dans son projet, repart en Europe. Certains meurent en Europe, d'autres meurent en Israël. Deuil et échec est en fait un peu l'échec de la deuxième Aliyah. Mais ce n'est pas un échec pour moi quand on le lit. Quand on le lit, il y a cette interruption de la Première Guerre mondiale où ça s'arrête de 14 à 18 et ça reprend en 21, la troisième Aliyah. Mais ils ont déjà planté les premiers noyaux de ce qu'ils appellent des communas, de petites coopératives pré-kibbutziques, où seront créés les grands kibbutz fondateurs du sionisme plus national. Alors, hélas, Brenner n'a pas le temps d'avoir une vie pleine et épanouie. C'est un personnage trop tourmenté pour avoir une vie pleine et épanouie. Il quitte sa femme, il adore son fils. Il aimerait les voir installés dans un moshav. Il se promène toujours de ville en ville et il finit par trouver. Il est toujours en contact avec Dalet Gordon, par exemple, qui est une grande figure du sionisme ouvrier. Et il se trouve une maison à Jaffa avec un balcon où écrire. Et c'est là que le destin, la tragédie violente le rattrape. Il est tué lors d'émeutes de manière tout à fait mystérieuse. On trouve le cadavre des 5, 6 habitants de la maison dehors. Donc il perd la vie à cette occasion. Quelle a été l'influence finalement de Brenner sur les générations suivantes en Israël? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on lit encore, qu'on connaît? Il y a les grands adeptes de Brenner, les grands lecteurs de Brenner. Je pense à Dror Borstein, je pense à Ariel Hirschfeld, je pense à Chaim Beer, enfin des grands professeurs d'université ou écrivains qui sont profondément brenneriens. On en parle toujours, mais son œuvre est difficile à lire, difficile à traduire. J'ai choisi ce qui était traduisible et ça m'a fait très très plaisir. Je ne dirais pas qu'il court les rues, même si son nom est extrêmement, je veux dire, il y a un kibbutz à son nom, il y a beaucoup de rues Brenner dans tout le pays, mais je trouve tout de même que Bialik et Agnon, qui ont vécu beaucoup plus longtemps, donc ont eu le temps de soigner leur stature, font de l'ombre à la place de Brenner, qui est tout à fait à part, Et il y a aussi, je crois, l'histoire du sionisme, qui commence son histoire plutôt avec la troisième Aliyah. Et la première et la deuxième, surtout la deuxième qui m'intéresse tellement, sont moins racontées. C'est avant. C'est avant que ça s'installe. Or, moi, c'est cette ébauche de l'avant et des petites communautés, des communas, et cette atmosphère inattendue, libertaire, que j'ai découverte en lisant des choses sur Brenner à Londres et Brenner en Palestine, qui m'a absolument enchantée. Bien, je vous invite en tout cas à découvrir la vie et l'itinéraire de Yosef Chaim Brenner dans ce livre, Le typographe de Whitechapel, paru aux éditions Actes Sud.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ariane Singer.